Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Le régime algérien a toujours su qu'il était illégitime. C'est pour cela qu'il a fait tout et n'importe quoi pour inséminer massivement une mauvaise conscience généralisée en corrompant de toutes les façons possibles le plus de gens qu'il pouvait. Des gens qui allaient devenir ses alliés naturels, sans rempart, qu'il allait tenir par le ventre. C'est ce qu'il entreprit laborieusement, systématiquement, en prenant soin de corrompre tous ceux qui pourraient éventuellement représenter une quelconque menace pour lui. Il créa ainsi des millions de Baltagia, des masses de faux moujahidines, des rentiers en tout genre, des notables de pacotille, et il a inséminé son poison partout où il pouvait, jusqu'au cœur de l'historique FLN, dans les tribus et jusque dans les confréries religieuses zouis. Mais malgré les formidables ressources que lui offrait la seule exploitation et vente des hydrocarbures, il y eut des oubliés, des millions d'oubliés dans la grande Zerda, ceux-là que le régime ne craignait pas, qui étaient dispersés, qui ne pouvaient rien contre lui et qui avaient été abandonnés de tous. Toutes ces cohortes de miséreux qui macèrent dans leur jus, qui se nourrissent dans les poubelles, qui habitent des taudis, ces populations du pays profond, qui se morfondent dans une vie grise, qui ont fini par ne plus ressentir les affres du climat, ni même ceux de la faim, et dont la jeunesse ne rêve que de partir là-bas, dans cet Eldorado occidental où la personne humaine a droit à un minimum de considération. Il y a aussi ces millions de malades chroniques qui n'ont pas de temps à consacrer à leur colère, à leur rancœur, puisqu'ils passent tout celui dont ils disposent à essayer de se débrouiller pour ne pas mourir, faute de soins appropriés. Ces innombrables femmes aussi, qui n'ont d'autre choix que de se prêter à l'innommable pour nourrir leur famille. Ces orphelins aussi, livrés à la plus noire misère et voués inéluctablement à la délinquance et qui iront un jour remplir les prisons surpeuplées après avoir vécu une enfance de malheur et d'amertume. Et bien sûr, parmi tous ces oubliés de la grande Zerda, de la corruption de masse, il y a ces millions de personnes en situation de handicap, oubliées non pas seulement du régime, qui ne voit aucun intérêt pour lui à les acheter, à les anesthésier, mais aussi par l'ensemble de la société qui ne les voit même plus ou qui refuse de les voir, si ce n'est d'un œil méprisant, parfois agacé, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils interpellent ce qui leur reste de conscience entre Salat l'Erda et Salat l'Aïcha. On ne sait pas combien ils sont, 2 millions pour certains, 6 pour d'autres, tout handicap confondu, avec l'hécatombe routière provoquée par l'appétit vorace de ceux qui se sont enrichis en importation de véhicules et par la négligence criminelle de ceux qui ont construit des routes gruyères. Les personnes en situation de handicap moteur semblent être les plus nombreuses. Celles qui sont en situation de handicap mental vivent l'enfer sur Terre. Ceux qui ont été abandonnés par leurs parents sont cloîtrés dans des asiles d'un autre âge, maltraités, grouillant de vermine, assommés de médicaments. Et tous ces malheureux, toutes ces malheureuses, qui vivent pourtant dans une société où l'étalage de la religion a empli tous les pores de l'entendement et de l'imaginaire, tous et toutes vivent dans des conditions infrahumaines, où presque rien n'est fait pour leur faciliter la vie, encore moins leur donner une chance de pouvoir assumer
leurs conditions d'hommes et de femmes qui rêvent, qui espèrent, qui veulent se battre, qui aspirent à sortir de l'odieuse ornière où ils ont été précipités. Un seul chiffre, la seule vraie assistance, la seule qui leur est consentie est une indemnité de 4000 dinars par mois, l'équivalent de 23 € environ par mois, qui ne touchent même pas régulièrement et qu'on refuse même de leur verser dans leur compte, les obligeant à aller la chercher eux-mêmes malgré la carence totale en termes d'accessibilité. La responsabilité du régime dans cette négligence criminelle à l'endroit de ces millions de personnes fragilisées n'est même pas en question, puisque ce régime ne sait rien produire d'autre que du médiocre et du mortifère. Le problème est tout autre, et il est autrement plus grave, parce qu'il s'inscrit dans les fondements mêmes de la nation. C'est la totale indifférence d'une société qui ne se sent même pas concernée, qui ne manifeste pas sa solidarité de la plus petite façon, si l'on accepte les rares initiatives des quelques rares associations qui nagent à contre-courant. Pourtant, perdre ses capacités mentales ou motrices, se retrouver dans une situation de handicap, ça n'arrive pas qu'aux autres. Demandez à Bouteflika. Aujourd'hui. Liberté. Journée internationale des personnes handicapées, l'association El Baraka titre La sonnette d'alarme par l'OALN. Radio algérienne, Journée mondiale des personnes handicapées, le manque d'accessibilité aux espaces publics, l'autre handicap. TSA, la vie d'un handicapé en Algérie. Dans notre pays, le handicap est devenu un péché, par Imen Mesraoui. Handicapés en Algérie, l'enfer, c'est ici. C'est donc le titre de notre émission aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Samia, qui est présidente de l'espace femmes et handicap ici en Île-de-France. Voilà. Merci infiniment d'être venue. Merci beaucoup. Et vous êtes très courageuse. À l'instant, il y avait une autre personne avec nous, un monsieur qui est aussi en situation de handicap et qui, après avoir entendu mon éditorial, a souhaité ne pas participer parce qu'il ne veut pas se mêler de politique, parce qu'il considère que ça pourrait l'engager, l'orienter. Je connais très bien cette personne et je vous garantis que c'est une personne emblématique. Oui. Et je pense qu'il a des engagements, c'est un sportif de haut niveau et donc je pense que c'est sa décision et je pense, bon, moi personnellement, votre édito c'est votre opinion. Oui. Donc je peux exprimer la mienne. Absolument. Donc, ce que j'ai exprimé dans mon oui, je ne vois pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Algérie, puisque moi, je suis quand même d'origine algérienne. Vous êtes franco-algérienne. Voilà, j'ai pas du tout qu'on appelle ça, une observation très très négative, hein, mais on peut en parler. Hein, oui, je veux dire. Nous allons en parler. Voilà. Nous allons parler et nous avons avec nous. Donc des Algériens qui sont en situation de handicap, qui sont avec nous au téléphone ou en Skype. D'accord. Nous allons commencer par Tarek El Yahyaoui qui est avec nous. Tarek, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Tarek. Vous êtes d'où? Quelle ville? De Mostaganem. Mostaganem. Merci d'être avec nous. Sinon, quelle sorte de handicap avez-vous, Tarek? Ben, en fait, j'ai la totale, puisque je suis, comme j'ai toujours dit, que je suis un handicap. Enfin, je souffre d'une maladie handicapante qui est la spina qui reste quand même une maladie encore méconnue en Algérie et très mal prise en charge. Oui. Voilà.
Mais alors, d'abord, parce que vous savez que nous sommes très suivis en France et un peu partout par la diaspora maghrébine, pas seulement algérienne, dans le monde, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, et donc dont les enfants qui sont nés là-bas ne connaissent pas très bien la situation de nos compatriotes qui sont en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Comment vous vivez? Quelle est la nature et le niveau de prise en charge dont vous bénéficiez? En fait, bon, moi, peut-être que je sais pas si c'est une chance ou bien c'est une. De toute façon, j'ai grandi en France et je suis peut-être habilité pour faire la différence entre la situation des personnes en situation de handicap en France ou en Europe et en Algérie. C'est vrai que l'Algérie, il y a quelques avantages. Mais ces avantages-là, pour cette catégorie de notre société, restent très peu. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle se résume juste au niveau de la sécurité sociale, par exemple, où la majorité des personnes en situation de handicap ont une assurance de 100%. Ils ont une toute petite pension qui est à l'équivalent de 25-30 euros par mois. Et malheureusement, c'est une pension, c'est une indemnité d'État qui reste très peu pour cette catégorie qui, dans la majorité, ne peuvent pas travailler, dans la majorité souffrent, dans la majorité, je pense que l'État doit revoir par rapport à ce point-là. Et aussi, moi, j'ai quand même eu la chance d'être scolarisé en Algérie parce que j'ai eu mon père qui était à l'époque, qui était un cadre de l'éducation. J'ai fait en fait aussi j'ai fait un long passage en France de 9 ans. Donc ma situation en Algérie a commencé en 90 lorsque j'avais 9 ans au juste. Et le problème qu'on souffre ici, ou bien le problème des personnes en situation de handicap, c'est un problème avant qu'il soit des politiques, il est de la population qui ne veut pas accepter ces gens-là. Ce sont des gens normaux, ce sont des gens à plein droit, comme d'ailleurs dans les pays qui se respectent. Restez avec nous, Tarek, je reviens à vous dans un moment. Fatih Boussetta, vous êtes avec nous? Fatih? Oui, je suis avec vous, oui. Bonjour Fatih, je crois que vous êtes au Sahara, il me semble. Oui, je suis au sud-est, de Tougourt. Tougourt. À Tougourt, oui, au Sahara, c'est ça, ouais. Mais on se connaît, Fatih, on a fait une émission ensemble il y a une année, je crois. Ouais, on a fait une émission, c'est ça, ouais, vous me connaissez, c'est vrai. Exactement, je vous ai reconnu à la voix tout de suite. Ben, écoutez, vous pourriez vous présenter, vous nous dire d'abord ce que vous faites, quel est votre handicap? Je me présente, je suis Tata Boussetta, j'habite à Tougourt, Ville, et je suis un fonctionnaire au sein de la santé, l'hôpital de Tougourt. Je suis un fonctionnaire en tant que chef de service d'un bureau informatique. Et en plus de ça, je mène une lutte avec entre les associations des handicapés, par exemple les droits des handicapés. Je me bats pour les droits des handicapés, etc. De mon côté, il n'y a pas de problème. Mais je vois beaucoup de problèmes envers d'autres handicapés qui n'ont pas réussi à avoir un job, un travail, etc. Parce que dès qu'on dit que chaque handicapé a 1% dans chaque société, on a le droit de faire entrer un handicapé 1%. Et je ne vois pas, cette année-là, il n'y a pas. 1% et ce n'est pas... Faites Boussetta, avant de poursuivre plus avant, est-ce que vous ne risquez rien en vous exprimant? Vous êtes fonctionnaire, peut-être que ça pourrait vous porter préjudice, non? Non, de mon côté, ça va. De mon côté, puisque... C'est tout à l'honneur du régime algérien. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu de démocratie. Hein, donc, comme vous pouvez vous exprimer. Vous voyez que je sais me faire aussi l'avocat du régime.
hein, de temps en temps. Ça va bien. Voilà. Ça va bien. Non, de mon côté, là, parce que c'est vrai, on a quelques problèmes d'appareillage. D'abord, Fatih Boussitta, en matière d'accessibilité, moi je connais Tougourt, hein, mais j'aimerais que ce soit vous qui nous en parliez. Est-ce qu'il y a de l'accessibilité pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, j'allais dire, normalement? Oh, c'est nul, là. Il n'y a pas d'accessibilité, hein. Rare, hein. Dans mon entourage, c'est rare, hein. Mais pourtant, il y a des lois, moi je sais qu'il y a des lois qui font obligation à tous ceux qui construisent des immeubles d'habitation, par exemple, des centres commerciaux, d'aménager des rampes, d'aménager je ne sais pas comment on appelle ça. Écoute. Oui. Ouais. Regarde, dans les postes, on a 5 postes au niveau du Ségur. Bon, les 5 postes, petites postes, ils ont toute accessibilité. Par contre, la grande poste, où tout se verse à l'intérieur, ils ont ouvert une porte, la moitié de la porte, hein. C'est-à-dire, même à côté, tu ne peux pas passer. Je me demande où il y a l'activité. Ou alors, par exemple, dans un hôpital, là où je travaille, il y a des endroits qui sont accessibles et des endroits qui ne sont pas accessibles pour moi. Ouais. Restez avec nous, Fatih Boussitta. Donc, cette indemnité qui est allouée aux personnes qui sont en situation de handicap, qui est de 25 € dans un pays, je ne veux pas faire de politique, je ne veux pas vous y contraindre. Hein. Je sais votre gêne, je l'imagine. Vous voulez non, je suis pas du tout gênée. De bonnes relations avec... Pas du tout. Alors là, franchement, pas du tout. Hein. Mais c'est quand même révoltant d'allouer une indemnité de 25 € à une personne en situation de handicap dans un pays qui vient de dépenser 1000 milliards de dollars en 20 ans. Je ne sais pas comment je pourrais m'exprimer sur une décision d'un pays sur les indemnités. Je pense que c'est le problème c'est pas le mien. Tout ce que j'ai envie de dire quand j'entends des témoignages comme ça a été aussi pour nous en Europe. Je veux dire, comme il a dit tout à l'heure, le premier, je ne sais plus comment il s'appelle, il a bien parlé. Voilà, par exemple, il a dit, c'est pas tellement le problème de l'État, c'est aussi le problème de la population. Oui, effectivement, il avait raison, parce que si vous regardez, par exemple, l'histoire de l'Europe, si on arrive là à avoir des lois, les droits de l'homme, par exemple, le 3 décembre, ce serait-ce que parler de cette journée, 3 décembre qui a été qui a été proclamé par les Nations Unies en 1992, c'était pour ne pas oublier les droits fondamentaux de l'homme, qui dit, le premier article, qui dit les hommes naissent, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Donc à partir de cette chose-là, l'Europe aussi, elle a souffert de l'application, etc. Entre 1992 et la loi 2005 qui oblige les structures qui prennent en charge les personnes handicapées à faire valoir leurs droits, etc. Écoutez, il y a quand même une période assez intéressante et importante. Donc je crois que le handicap, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire d'abord de la culture. Enfin, voilà. Est-ce que dans un pays, une culture favorise l'acceptation du handicap ? On s'interroge. L'Europe, elle a beaucoup souffert dans son histoire d'acceptation de l'handicap. Mais il y a eu, à un moment donné dans l'histoire du handicap, il y a eu une espèce de révolte. Et cette révolte, elle est venue de qui ? Des personnes handicapées elles-mêmes. Oui. Se sont mobilisés. Parce que, exactement, c'est-à-dire que c'est eux. Ils sont organisés. Exactement. Donc ils ont donné cette possibilité aux responsables étatiques, les agents gouvernementaux, de dire, écoutez, nous, on existe. Oui. Je veux dire, un responsable étatique, il est là, certes, on vote pour lui, mais je crois qu'à un moment donné, quand il y a un problème, la famille souffre d'une problématique, je crois qu'il faut remonter l'information. Et cette information, par exemple,
Elle vient de la famille, elle vient des enseignants, elle vient des médecins, elle vient... Donc c'est là qu'il faut bouger. Je veux dire, c'est là qu'il y aura des actions. Il le redit, hein, il l'a dit, c'est l'affaire de la population. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Pardon ? Je l'ai dit dans mon éditorial. Voilà. J'ai dit qu'à la limite, ce régime ne produit que de la médiocrité, du mortifère. Mais que le gros problème vient de la société, qui n'est pas assez solidaire, qui n'est pas assez à côté de ces gens. Je crois que, c'est vrai que moi je ne connais pas tellement la situation de mon pays natif, hein, parce que j'ai dû absenter une longue période, puisque moi j'ai vécu en France déjà à l'âge de 2 ans jusqu'à 12 ans. Après, je suis revenue, enfin bref, je suis revenue à l'âge de 20 ans. Moi, maintenant, j'ai 50 ans. Donc, je veux dire, mais j'ai quand même une petite idée parce que j'ai encore de la famille. Ce qui m'a un peu encouragée quand je suis repartie il y a à peine 5 ans de ça, et je repars de temps en temps pour voir des amis et la famille. Moi, ça m'a fait plaisir. Quand je suis partie à ma petite ville qui est Aït Mouchent, j'ai trouvé que le centre culturel de Aït Mouchent, il est accessible. Ah, ça m'a fait plaisir. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'accessibilité du tout. Je vais vous dire. Et du côté de chez moi, enfin la maison de maman, elle est, il y a un trottoir. Bon, il faut que je fasse un effort pour monter le trottoir. Je pense, à mon avis, que l'affaire du handicap, que ce soit en Europe ou dans le monde arabe ou ailleurs, je crois d'abord c'est un problème de population, de citoyens. Il y a des sociétés, par exemple, il y a des associations, excusez-moi de vous interrompre, oui. Il y a des associations qui sont très actives, qui font vraiment un travail, j'allais dire, admirable, mais qui sont seules. Oui. Alors, très seules. Alors ici, enfin je ne sais pas comment je pourrais vous... Par exemple, si je parle un peu, si je fais un balayage de ce qui se fait en Europe, et notamment en France, que je connais bien, en Europe, à un moment donné, il y a eu des personnes handicapées qui se sont rassemblées et ils ont créé ce qu'on appelle le Forum européen des personnes handicapées. Ce forum, c'est un organisme qui rassemble différentes associations à travers toute l'Europe et il se veut porte-parole de la personne handicapée européenne. Si par exemple, je reviens dans notre territoire français, la prise en charge étatique, je vais faire juste un balayage structural de comment se fait la prise en charge de la personne handicapée. Alors vous avez par exemple le côté national, après vous avez le niveau régional et après vous avez le niveau local. Le côté national, c'est-à-dire étatique. Il y a ce qu'on appelle, on crée le conseil handicap, j'ai pas le nom, CPA. Là je l'ai, si vous pouvez me permettre, le conseil national handicap. Et vous avez aussi, voilà, vous avez aussi l'AGFIP. C'est un organisme récolteur de fonds. Ce sont des établissements publics qui dépendent de l'administration. Étatique. C'est-à-dire c'est étatique. Oui. Voilà. L'AGFIP, c'est un organisme récolteur de fonds et ces fonds, ils sont destinés à améliorer la vie des personnes handicapées dans le domaine de l'emploi, de la formation, de l'éducation. Ils récoltent des fonds où? À quel niveau? Par exemple, c'est par le 1%, par les entreprises. C'est-à-dire ils doivent respecter un quota d'embauche des personnes handicapées. S'ils ne le respectent pas, il y a une compensation financière. Voilà, exactement. Et donc l'AGFIP, elle récolte ces fonds et ce fonds-là, justement, il est destiné à créer des projets éducatifs et l'insertion à l'emploi. Je reste toujours dans le national. Vous avez un autre organisme, c'est le PHFP, c'est un organisme qui favorise et encourage l'embauche des personnes handicapées dans la fonction publique.
Donc ça, en gros, hein, je vous dis, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Après, vous avez le niveau régional. Donc chaque région, elle est responsable aussi de sa population qui est en situation de handicap. Par exemple, dans la région, il y a le conseil général qui gère ce qu'on appelle les MPDH, les maisons des personnes handicapées. Donc la MPDH, la maison départementale des personnes handicapées, elle essaye de diagnostiquer au fait le handicap pour donner un niveau du handicap qui va servir à solliciter les droits en fonction du handicap, etc. Voilà. Et voilà, et que ça donne droit à des indemnités. Moi, je vous en parle parce que j'ai un fils handicapé. Voilà, de l'AAH, la compensation du handicap aussi. Elle aide aussi dans l'accessibilité des maisons, des locaux, voilà. Je vais revenir vers vous dans un petit instant pour vous demander de nous parler de ces structures. Je termine. Non, le problème, c'est tellement petit, ça c'est en gros. Je termine juste quelques par... détails, voilà, et puis après, vous nous parlerez de votre association. Voilà. Je termine juste par le niveau local, et comme ça, vous aurez une image un peu globale de ce qui se fait en France. Le niveau local, eh bien, c'est les associations, c'est la commune qui a un bureau d'aide sociale, c'est toutes les petites actions de proximité qui font que la personne handicapée sort de chez elle, sollicite un employé administratif pour son aide au niveau de son droit, de son emploi. Enfin, si elle doit faire une demande directe, elle a des petites structures de proximité, comme le bureau d'aide sociale, comme les différentes associations, et par exemple les associations sportives qui sont dans les villes, et les associations culturelles, etc. etc. Voilà. En plus de la présence très forte de l'État d'une façon générale, nous semble comprendre à travers vos dires que la société civile, elle aussi, est très dynamique à travers ces associations, ces bénévolats, ces gens qui s'impliquent. Oui, mais alors je vais vous dire... Il y a des donneurs aussi. Oui, alors je vais vous dire une chose. L'Europe, si elle est arrivée à ce stade-là, ça veut dire qu'il y avait un dynamisme qui a perduré. C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché l'affaire, comme on dit. Oui. Les associations, ils étaient fortes, ils étaient là, immobilisés. L'entente, l'écoute des agents gouvernementaux, ça ne se fait pas d'une manière directe, facile, mais on s'est battu pour avoir ces droits-là. Et donc, on s'est tellement battu qu'elle est devenue presque culturelle. Le handicap, il est rentré dans la culture européenne. Ça veut dire un Européen, sur 5 Européens, vous avez 3 Européens qui sont sensibles au handicap. Pourquoi? Parce que ce dynamisme, il est derrière. Cette journée internationale du handicap, elle vient rappeler les droits fondamentaux. Ce n'est pas juste une commémoration ou une cérémonie. Non, elle se rappelle parce qu'il y a des choses encore à faire. Parce que, bon, en Europe aussi, il y a des soucis au niveau de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de la vie sociale, aussi, etc. À un certain moment, les personnes en situation de handicap ont beaucoup souffert. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je lisais des livres sur les asiles d'aliénés, on disait à l'époque. Oui, des gens qui, ça fait partie de l'histoire. C'était atroce, oui. Hein, oui. C'était des gens qu'on douchait à l'eau froide, qu'on frappait, qu'on enchaînait, qu'on mettait dans des camisoles de force, qu'on ligotait quasiment, qu'on mettait dans des cellules capitonnées voilà. Pour qu'ils ne se tapent pas la tête. Ça veut dire que, et puis après, la société s'est impliquée, moi c'est personnellement, oui. Parce que je suis très impliqué parce que je suis concerné. Mais très franchement, moi ce que je reproche le plus, c'est à notre société, à plus forte raison, qu'elle se revendique d'un islam omniprésent, hein, qu'elle est tout le temps en train là de prier dans les rues, d'emplir des mosquées, de passer son temps à montrer les gens du doigt, mais quand il faut aller au secours de ces gens qui sont vraiment en situation de faiblesse, de détresse, ils sont absents. Ils détournent le regard. Nous allons voir un court extrait, quelques images d'un monsieur qui nous parle.
enfin pour assister avec mes amis, etc., pour répondre à tel droit qu'on doit répondre pour les handicapés lourds. Parce qu'il y a beaucoup d'handicapés lourds qui sont délaissés. Et vraiment, c'est pas vraiment... les handicapés, 400 000, c'est pas de l'argent, 400 000 جنيه في ان بنو تاع فوتو الكتريك. هاد 4000 دينار هذه اللي نورمالمون هي شهريا ما راهيش تجي كل شهر، راهي تجي كل 6 شهور، راهي تجي دي فوا كل عام، وتجي سي فري كو تجي ان رابيل، ولكن داخل لو رابيل هذا واش كاين؟ داخل لو رابيل هذا كاين 3 موا، كاين 2 موا ناقصين اي تو سا، نسحقوا المنحه تطلع، كي تطلع على الاقل تلحق للسميق. نسحقوا ايضا يكونوا لي سيرفيس سوسيو تاع البلديات هذوما، باسكو هما اللي القراب للمواطنين. نسحقوا هاد البلديات هذو يروحوا يفقدوا على هاد الاشخاص هذو. Arzqi, Sofiane, merci d'être avec nous. Arzqi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Arzqi. Azoul. Arzqi, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire votre handicap, ce que vous faites dans la vie, quel âge vous avez? Je suis Sofiane de la ville Tezmet Bidjaya. Oui. J'ai une maladie chronique qui s'appelle la myopathie du chien. Oui. J'ai 28 ans et marié. Oui. Et cette année, Inch'Allah, j'ai passé mon bac. Ah, d'accord, très bien, ben, bravo. Vous allez le passer, votre bac, c'est ça? Oui. Très bien. Et donc, vous travaillez ou seulement vous étudiez à la maison? Non, je suis chômeur. Chômeur. De quoi vous vivez? D'abord, quel est votre handicap? Vous en avez dit myopathie, myopathie du? Oui, j'ai un myopathie, oui. D'accord. Alors, j'ai 2 frères aussi myopathes. Ça veut dire 3 frères dans les hommes myopathes. Vous êtes 3 frères atteints de la même affection? D'accord. Et de quoi vous vivez, s'il vous plaît? Je peux dire grâce à Dieu tout d'abord et grâce à mon père. Et du travail de mon père. S'il n'y a pas de mon père, je ne sais pas comment. Est-ce que, à part cette fameuse indemnité dont nous sommes en train de parler de 4000 dinars, est-ce que l'État vous consent d'autres formes d'aide? J'ai pas compris. Est-ce que l'État vous donne quelque chose, une indemnité, je ne sais pas, une pension? Le problème, ici, je parle, il y a la loi du 2 mai 2002 qui dit, allez, je suis oui, oui, allez-y, je vous en prie. Tfadal. La loi il dit, comment dire, ça veut dire 1 800 000 par mois. Mais après, ils ont diminué la période à 300 dinars. 3000 dinars. On a qu'à la Guinée. Je te la loi 3, mais la loi 7. Oui, mais Arzqi, la société, les gens de Tazmalt, là où vous habitez, les gens, est-ce qu'ils se mobilisent? Est-ce qu'ils font des actions? Est-ce qu'ils se constituent en association pour vous venir en aide? Oui, déjà, on se mobilise beaucoup. Déjà, il y a l'association DIFI. Il y a un reportage qui passe de votre chaîne. Oui. Un camping pour les myopathes de 10 jours à Oukas. Oui. Il y a une association qui fait différents de 15 ans. Un exemple, on a 4 myopathes docteurs à l'université Mira Dermas. Il y a plus de 6 myopathes aussi à l'université Mira. Cette année, il y a 9 bacheliers. Il y a scolarisés candidats libres.
Il y a du travail associatif, etc. Mais le problème, il est l'application des lois. Un exemple, la pension, l'accessibilité, il y a beaucoup de choses. Un exemple, l'appareillage. Parce qu'il y a un exemple, un fauteuil électrique, chaque 5 ans, pour recevoir un fauteuil électrique, chaque 5 ans, gratuit. Mais le problème, il n'y a pas de pièces de rechange. Comme des batteries, des pneus, des guides, des chargeurs, etc. Est-ce que vous vous organisez? Combien vous êtes de personnes en situation de handicap dans votre localité? Dans notre association, environ plus de 200 myopathes de la ville de Bigère. 200. Il y a des familles qui ont 2, 3, jusqu'à 4 myopathes. C'est une maladie héréditaire qui touche alors 2, 3, 4 frères à la maison. Mais sinon, Rizqi, en plus de vos problèmes donc matériels de tous les jours, est-ce que vous vous organisez de façon à avoir une vie culturelle, sportive, des rencontres, pour essayer de vivre quoi normalement, j'allais dire? Je te parle, surtout on base sur comment dire, la scolarisation. Oui. Parce que sur l'espoir, la scolarisation, le niveau, l'éducation, après, Inch'Allah, le travail. Surtout, il y a le problème du travail. Mais l'application des lois, il n'y a pas d'application des lois. Ce qui concerne des lois, il y a beaucoup. Comment dire, habra ala waraq. Merci, Rizqi Sofiane, en espérant. J'ajoute un oui. mot. Oui, oui. Justement, même toucher les handicapés, en donnant l'assistance à l'université. على بالك لي زونديكابي ما يقدروش يعملوا الحوايج تاعهم في اليونيفرسيتي. كاين لي لوا عطونا لي زاسيستور خلصوهم ب 600,000. ثاني كنا ما كيتقارن لي زاسيستور. Il relevait les assistants. Ça veut dire de barrasque. D'accord. Merci, Rizqi Sofiane. Je vais revenir à Tariq Hiaoui dans un moment, mais en attendant, Samia, donc est-ce que vous voulez nous parler de votre association pour nous donner une idée un peu? Je voulais juste rebondir ce qu'il disait sur ça, par exemple. Oui. Il parlait des universités. Oui. Bien, nous, en France, il y a à peine 2007 qu'il y a un groupe qui s'appelle la Conférence des présidents d'universités qui ont signé un accord avec l'enseignement supérieur pour encourager et favoriser et accroître les étudiants en situation de handicap. Je vous parle de ça, 2007. Je veux dire, les choses avancent, mais hélas, bon, ce qu'on peut dire, ce qui est une réalité, c'est que ça avance lentement. Ici, ça avance lentement. C'est-à-dire avec tout le travail. Par rapport à vos aspirations, à ce que vous auriez voulu? Non, c'est par rapport à l'histoire. Moi, je parle de l'histoire jusqu'à maintenant. Et si je reprends, l'Algérie, l'indépendance, elle est en 62. Donc, je veux dire, c'est un... Ça veut dire, d'après vous, c'est trop court, il faut nous laisser le temps d'évoluer? Le Japon, entre 1945... J'ai envie de vous dire ça, oui et non, parce que peut-être que c'est une chance, le fait qu'il y a à peine 50 ans. Peut-être que aussi dans la population, le peuple, la population en situation de handicap en Algérie, mais ça m'engage que moi, hein, oui. Peut-être le fait qu'ils ont des modèles, parce que ce qui était difficile en Europe, c'est justement avoir des modèles de haut niveau, en sport, des modèles, des enseignants, des modèles, parce que aller à la fac, moi j'avais fait, j'étais en première année biologie à CIA parce que j'ai eu mon bac en Algérie. J'étais obligée de partir pour 5 ans, bon, c'est comme ça. Moi je me rappelle, dans la culture arabe, il se veut quand on voit une personne en situation de handicap et qu'elle la met toute sa volonté pour réussir dans la vie, je crois qu'il y a quand même une solidarité culturelle qui est là. Moi je me rappelle mes enseignants,
Ils m'encourageaient de dire bah, viens, mets-toi devant. Ils sont un peu dans l'admiration, le fait que dans toutes ces jeunes filles qui sont valides, bah, il y a une jeune fille là avec son handicap qui est là avec son petit crayon. Je pense que ça fait plaisir aux enseignants. Je crois, comme mon ami le disait, j'ai envie de dire que le handicap n'est pas une fatalité. Je crois qu'il faut bouger. Il ne faut pas attendre que l'autre, qu'un agent gouvernemental quelconque va faire les choses pour vous si vous ne prenez pas votre destin en main. Croyez-moi, Samia. C'est difficile. Moi, je reconnais. Je suis en contact direct avec il faut bien les entendre. Il faut voir toute la bonne volonté qu'ils ont, leur courage. Vous allez par exemple dans le domaine de la musique, ils sont omniprésents. Ce sont d'excellents musiciens. Il y a des milliers d'excellents musiciens. Ben voilà, des gens qui sont dans l'art figuratif, il y en a même dans le sport. D'ailleurs, l'Algérie a remporté récemment des médailles dans le sport. Mais dites-moi bien qu'ils sont bien. Enfin, il y a quand même un encadrement. On peut si dire on arrive à la quand limite même au JO, très franchement, parler franchement. C'est un encadrement vraiment minimal, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Attention, moi je ne dis pas que tout est bien fait. C'est plus la volonté de ces gens que le reste. Je crois qu'il faut commencer par là. Et je crois qu'il y a aussi un souci, enfin, ce que j'avais observé, hein, je reste malgré tout neutre parce que je ne connais pas très bien le problème. Je crois qu'il y a aussi ce manque de savoir. Je crois qu'il y a aussi celle-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent aider, mais ils ne savent pas comment. D'où le but de cette émission. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup dans tous les domaines, de l'enseignant, dans les sports, dans même les parents. Hein, ils veulent vraiment sortir de cette culture, entre guillemets, de la honte, d'avoir un enfant en situation de handicap. Ils veulent oser. Mais ils ne savent pas comment faire. Je vais vous raconter une petite, si je peux dire, anecdote. Hein. Un général. Vous savez, c'est le grade, ce sont les barons du régime des généraux en Algérie. Un général, il meurt récemment, il laisse un garçon et une fille. Il y a un problème d'héritage qui se présente, il y a une dispute, ça va au tribunal. Et donc la fille, elle dit non, il n'est pas question qu'il hérite avec moi. Il lui dit mais comment ça va pas? Non seulement c'est votre frère, mais par rapport à la freda, c'est-à-dire l'héritage façon musulmane, il a le double de votre part. Elle dit non, il n'en est pas question, ce n'est pas mon frère. Comment ça? Mais regardez, c'est pas... Non, mon frère est dans la cave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, général, hein, ça veut dire le plus haut de la hiérarchie sociale en Algérie. Il a eu un enfant handicapé, il avait tellement honte de l'avoir qu'il l'a mis dans la cave et qu'il avait adopté un autre enfant, qui lui a donné son nom. Et cet enfant, poussé en parallèle, 25 ans plus tard, il a passé 25 ans à la cave pendant que le fils adoptif pensait être le seul enfant, l'enfant légitime de ce général. Et ça a fait un gros esclandre. Et ça, c'est un général de l'armée algérienne, ou un colonel, hein, pour vous dire que le mal est très profond, y compris dans la perception que nous avons du handicap. Il y a des gens qui en ont honte. Eh bien, je vais vous dire une chose. Général de Gaulle, vous le connaissez? Oui, qui avait une fille qu'il adorait. Adorait, mais il ne l'a pas montré. Oui. Mais c'était de la pudeur. Voilà, mais il a caché quand même sa fille. Hein. Oui. C'est jusqu'à où elle décède. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit, et elle est partie, et elle est tranquille. Pourquoi? Parce que c'était une personnalité, c'était le terrain n'était pas favorisant et encourageant dans cette acceptation du handicap. Les gens souffrent. Moi, je connais beaucoup de grandes personnalités qui en souffrent, qui ne savent pas quoi faire. Ils veulent les attaquer à travers leurs enfants. Regardez les stars. Je défends personne, attention. Oui, je vous assure que je défends personne. La situation, elle est pénible partout du handicap. Les personnes handicapées souffrent, je le sais. Mais ce que j'ai envie de dire, et vraiment, c'est un appel d'espoir. Osez. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, oui, qui êtes originaire de ce pays, même si aujourd'hui vous vivez ici, en France, qu'est-ce que vous pourriez faire pour les gens de là-bas qui ont besoin d'être aidés? Eh bien, écoutez, moi je rêve, je vais vous dire, je rêve de faire un colloque
en Algérie qui rassemblerait tous les agents de différentes disciplines. Ça va du médecin jusqu'à l'infirmière, de l'enseignant jusqu'aux parents, etc. Et montrer, enfin, donner la formation, informer, orienter, créer, innover et oser créer des choses. Et peut-être parmi ces gens-là qui viennent nous voir dans l'ordre de colloques, ils voudront refaire des congrès, des colloques, des tables rondes. Et c'est comme ça qu'il faudrait peut-être avancer. J'ai envie de le faire. Franchement, j'ai envie. Si je trouve des partenaires qui m'autoriseraient à faire des... je rêve de ça. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, partout. Je voudrais en parler. Est-ce qu'on considère que l'appel est lancé à toutes les bonnes volontés? Non, mais je voudrais faire appel à l'espoir. Je veux dire, j'ai envie de dire que le handicap n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, il faut dépasser par ça. C'est-à-dire donner l'exemple. Et je dirais que le monde arabe, là, avec tout ce que nous vivons, avec toutes ces guerres, ces conflits, il y aura toujours des personnes handicapées en augmentation, hélas. Absolument. Et qu'est-ce qu'on va faire de cela? Il faudrait peut-être réfléchir dès maintenant. Voilà. Je reviens à vous pour le mot de la fin. Je reviens à Tarq Yahyaoui. Vous êtes avec nous, Tarq? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce que nous dit Samia sur la situation, donc sur sa propre perception de la situation? Elle essaye d'être un peu, j'allais dire, indulgente, hein, bienveillante, mais sans plus. Elle ne justifie rien. Elle dit qu'il faut essayer de comprendre, et elle est d'accord avec moi sur un point, c'est que la société aussi a des choses à... dire que tout ne vient pas du régime et du seul régime. Bien évidemment, donc la société elle est le premier responsable dans tout ce que l'handicapé en Algérie vit. Et puis, j'en viens moi en fait à la réussite des personnes en situation de handicap. Moi déjà j'en connais de ma région. Il y a Hafez Qara qui est champion du monde en plongée pour handicapés. Il a eu le titre il n'y a pas longtemps, il y a des mois de ça. Champion du monde en plongée pour personnes handicapées. Il a eu le prix au Maroc il n'y a pas longtemps, mais malheureusement les médias ne sont pas intéressés à lui. Je connais un autre à Béjaïa, c'est un jeune de 26 ans qui a la même maladie que moi et qui a fait beaucoup de choses, qui a fait dans le mouvement associatif, qui s'est même déplacé au Sénégal pour un partenariat entre le Sénégal et l'Algérie. Donc, devant ce potentiel, moi, personnellement, j'ai créé une association en 2004 qui était la première association des personnes atteintes de la spinée du sida au niveau arabe. Et je représentais l'Algérie à la Fédération internationale, mais sans suite. Pourquoi? Parce que je dirais que notre catégorie est très mal représentée. Les gens qui sont dans les organisations représentatives de cette catégorie ne font pas leur travail, que ce soit au niveau de la capitale ou ailleurs. Je le dis et j'assume mes responsabilités. Malheureusement, moi personnellement, je n'ai pas besoin que. D'ailleurs, j'ai jamais été invité à part 3 ou 4 fois pour la fameuse célébration de la journée internationale ou nationale pour personnes handicapées. Je ne sais pas pourquoi. Une fois j'étais invité, ça fait peut-être 25 ans de ça, et on m'a rendu hommage avec un vase. Vous vous rendez compte? Et l'année passée, il y a une association qui a organisé, une association sportive qui a organisé une très grande fête où j'étais aussi honoré en ma qualité de journaliste. C'est venu du peuple, c'est venu de la société et non pas de l'État. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas en train de mendier. On n'est pas en train de. Par contre, on est en train de tendre nos mains pour les gens qui veulent nous aider. Bon, c'est ceux qui vont nous aider. Cela veut dire qu'on a besoin de lois pour nous. Le monsieur de Béjaïa a parlé du problème du travail. Et effectivement, il y a une loi qui oblige les sociétés d'avoir au moins le 1% de son personnel de la catégorie des personnes à mobilité réduite, des handicapés, comme on préfère de les appeler ici en Algérie. Moi, je suis contre ce mot-là. Oui. Il y a aussi le sport. Si on parle du sport, je vous dis que les handicapés qui exercent le sport, ils le font avec leurs propres moyens.
parce que la fédération nationale, peut-être qu'elle aide, mais pas dans la vraie mesure. Culturellement parlant, peut-être aussi on a un modèle de réussite à Marouat. Il y a un dramaturge, il y a un metteur en scène dramaturge qui fait partie de cette catégorie. Donc vous voyez, avec tout ça, nous avons des personnes à mobilité réduite qui ont réussi leur vie. Bon, mais ce qu'il faut changer d'abord, c'est la vision envers ces gens-là. C'est de leur donner l'occasion pour s'exprimer, pour montrer qu'est-ce qu'ils ont comme savoir. Moi, j'ai croisé, par rapport à ma fonction, j'ai croisé pas mal, plusieurs fois des ministres et je leur ai exposé des problèmes que les personnes en mobilité réduite souffrent. Et après, bon, il y a certains qui ont pris des démarches pour régler certains problèmes. Il y en a d'autres, oui, que des promesses et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Tarek El Yahyaoui, merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Je vous remercie. Comme je remercie Rizqi Sofiane et Fatih Boussetta. Et je reviens à Samia pour le mot de la fin, peut-être sur une note d'espoir. Oui, sûrement. Parce que, écoutez, oser. C'est le mot vraiment que j'ai envie de dire aux personnes handicapées du monde entier. Osez prendre votre vie en main. N'attendez pas que les autres fassent les choses pour vous parce qu'ils ne le feront pas. Et c'est vous que vous allez créer des lois, c'est vous que vous allez innover les choses. C'est vous, le destin est entre vos mains. Et le handicap n'est pas une fatalité, il y a toujours un dépassement. On peut le dépasser largement. Après, il faut travailler sur la mentalité, il faut faire des... Enfin, on a la chance on vit dans un monde où la communication passe très vite, on a des réseaux sociaux, on est presque, on parle d'un point si on est en Chine, on peut se faire entendre en Irlande, je veux dire. Il faut profiter de cette technologie pour parler. Il y a une chose que j'aimerais vous demander, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent un peu de ces associations du genre de la vôtre. Vous savez qu'en Algérie, il y a un gros problème d'équipement. Comment on appelle ça? Les fauteuils. Les fauteuils roulants. Fauteuils roulants notamment. Oui. Ils n'en sont pas encore aux fauteuils de luxe, électriques et tout. Ça veut dire qu'il y a des moments où les simples fauteuils roulants sont vraiment à un niveau de manque absolument effrayant. Pas seulement l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc si les associations pouvaient Parce que moi, il m'est arrivé de voir dans les déchetteries des fauteuils roulants. C'est-à-dire si ces associations pouvaient se mobiliser pour essayer de faire une sorte de pont pour essayer d'envoyer ce genre de matériel là-bas, trouver des conventions pour faire des douaniers, ces dons. Ce serait bien peut-être. Si vous pouviez faire quelque chose. Moi, personnellement. Non, vous et toutes les personnes qui sont dans ce sens-là. Non, je crois que j'ai eu l'occasion il y a 1 an de rencontrer Madame Rosa, qui est présidente d'une association La Main sur le Cœur. Et justement, elle fait des soirées en France pour avoir des fonds, pour qu'elle puisse envoyer du matériel aux personnes handicapées. Je crois que des actions de proximité, ils sont toujours les bienvenus. Le reste, je crois qu'il faut proposer des projets d'intégration, des projets d'insertion. Et j'ai envie de dire, parmi le dépassement, si on veut dépasser le handicap, ça commence par la formation. L'accès à la formation, c'est très important. C'est-à-dire, je fais appel aux maîtresses d'école, aux enseignants, aux professeurs d'université, de trouver des sociologues, de trouver des études, de diagnostiquer le terrain, diagnostiquer le territoire, pour voir pour quelles raisons je ne vois pas une personne en situation de handicap à l'école, à l'université, au collège, au lycée. Il faut s'interroger. Je crois que c'est là. Et je termine aussi par le mot « oser » parce que j'adore ce verbe. Oser. J'espère que tout le monde osera. Voilà. Et que nous irons de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samia. Merci à tous mes autres invités. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Qawala khair. Bislama.